Là aussi, c'est typiquement la chauve-souris, Kamala Harris, quoi. Chauve-souris, c'est-à-dire, regardez, j'ai des poils, je suis un rat, j'ai des ailes, je suis un oiseau. Trump, lui, il ne cherchait pas à faire dans la discrétion. Il fait dans le lourd. C'est un outsider, il reste en marge du système. Il n'est pas l'expression de Wall Street. Moi, je pense que l'OTAN est une ânerie, donc si Trump s'en retire, c'est très bien. En Occident, dans nos médias, l'ultimatum de Poutine, c'est simplement demander l'application de la charte de l'ONU. Quand on arrive au pouvoir, tout le monde dit qu'on prend le pouvoir, mais en réalité, c'est le pouvoir qui vous prend. Les dirigeants américains vont devoir comprendre qu'ils doivent cesser de jouer le rôle de candidat au leadership. Bonjour Monsieur Gallis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler des élections américaines à venir. Vous êtes un irénologue, donc un chercheur pour la paix suisse et un citoyen français. Vous êtes également professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Vous participez fréquemment à des forums internationaux et vous êtes également le président du JPRI, donc l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Les élections de 2024 aux États-Unis verront les électeurs américains choisir notamment entre la vice-présidente sortante Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, Monsieur Gallis, quels sont vos pronostics pour ces élections? Je suis très mauvais en pronostics. Quand j'en fais, je me trompe, donc j'ai cessé d'en faire. Et puis, c'est pas mon métier. Je crois que en tant que personne, on peut avoir des sentiments, on peut avoir des prévisions, mais en tant que chercheur, on essaye d'avoir des choses solides. Et les choses solides, c'est pas tellement des domaines des prévisionnistes. Quand ils essayent, c'est assez catastrophique. Je me souviens, au moment de l'élection de Trump, l'Institut Polytechnique fédéral de Zurich, qui est réputé, avait fait avec des ordinateurs, des simulations qui expliquaient que Mme Clinton allait gagner. Bon, eh ben, c'était pas ce qui s'était passé en réalité. Donc, moi, je respecte les pronostiqueurs, mais c'est pas mon métier. Moi, j'essaye de comprendre, si vous voulez, les mécanismes historiques, sociaux, politiques qui peuvent expliquer d'aller dans une direction ou dans une autre. Et les résultats que ça pourrait produire. Ça, c'est un petit peu le domaine dans lequel on travaille, à voir notamment les effets sur la paix, des possibilités des uns ou des autres, ou sur la guerre. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'aucun des deux candidats ne m'enthousiasme. Je crois que tous les deux ont montré, elle, avec son passé de vice-présidente, parce qu'elle débarque pas, hein, elle a quand même derrière elle un mandat de vice-présidente dans lequel elle a été assez terne, elle n'a pas bougé sur les choses significatives, et quand elle a bougé, c'était souvent pour changer d'opinion entre ce qu'elle disait il y a quelques années, puis ce qu'elle a dit après, et ce qu'elle dit maintenant, sur Medicare, sur la fracturation hydraulique et d'autres domaines, elle passe pour une girouette. Bon, alors, c'est plutôt un avantage d'ailleurs, parce que actuellement, beaucoup de personnalités politiques vont où va le vent. Hein. C'est un peu capter l'air du temps. Donc, je ne lui fais pas une critique négative quand je dis ça. Je dis que ça rend difficile l'appréciation de ce qu'elle ferait, parce qu'elle a de grandes chances d'aller où on la pousse. Oui, vous l'avez dit, hein, Harris, elle a soutenu des projets comme le Medicare for All de Bernie Sanders. Elle s'est impliquée dans des initiatives comme le Minnesota Freedom Fund, une fondation qui verse une caution aux personnes arrêtées et en attente de jugement. Est-ce que ces alliances, elles auront un impact sur son potentiel d'attraction d'un électorat un peu plus au centre? Moi, je pense que les électeurs américains, bon, avec un système compliqué, parce que vous savez que ce n'est pas une élection directe, hein, à proprement parler, la décision, elle émane de grands électeurs. D'autre part, il semble qu'aux États-Unis, comme dans d'autres pays, les facteurs décisifs, c'est un peu le porte-monnaie. C'est le chômage, c'est l'inflation, c'est la pauvreté. Et les grands débats qui passionnent les intellectuels européens sur la politique étrangère, c'est pas ce qui fait forcément la décision du décideur des États-Unis. Il faut déjà partir de cette idée-là. Et beaucoup de surprises viennent de ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre soit nos désirs, soit nos craintes pour des réalités, en oubliant
que l'Amérique profonde. Alors quand on essaye de s'intéresser aux États-Unis, on prend la côte est parce que on se dit que c'est là que ça se passe. Oui, mais seulement il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est des États où les gens ils ont vraiment d'autres préoccupations. Et c'est là où Trump essaye de faire fort, parce qu'il s'adresse à cette Amérique profonde, en quelque sorte. Donc on a effectivement deux discours adaptés à deux types d'électorats, assez radicalement opposés, mais finalement, c'est les électorats du centre qui vont faire la différence. Oui, justement, Trump a qualifié Kamala Harris de communiste. On parle souvent de l'influence des idées marxistes dans l'environnement familial de Kamala Harris, mais est-ce à dire vraiment que Kamala Harris est d'extrême gauche ? Écoutez, si vous lisez la presse de gauche américaine, vous verrez la réponse. Hein. Et si vous regardez un peu son propre passé, quand elle était procureure, les gens, que je dirais même pas de gauche, je dirais libéraux au sens américain du mot, hein, lui avaient reproché par exemple de ne pas avoir été très sévère sur la délinquance économique, qu'elle avait laissé passer un certain nombre de dossiers où elle aurait pu se montrer sévère. Donc, et puis deuxièmement, si elle était vraiment d'extrême gauche, vous croyez qu'elle serait à la place où elle est? On ne se retrouve pas comme ça, vice-présidente des États-Unis en étant d'extrême gauche. Le FBI aurait fait le nécessaire depuis longtemps pour empêcher une aventure pareille. Donc, Trump le dit, mais vous savez, quand on était pour Medicare, on était d'extrême gauche. Trump l'a dit, ça. C'est carrément communiste, le Medicare. Or, en fait, c'est un système d'assurance sociale, bon, qui arrive même pas au niveau de ce que fait la Suisse. Bon, vous avez de l'aide sociale pour les gens qui peuvent pas se payer une assurance maladie. Bon, ben voilà, c'est un minimum auquel tout le monde a droit. Donc Trump, quand il dit ça, il s'adresse à son électorat redneck, quoi, c'est-à-dire vraiment les paysans qui veulent pas du tout entendre parler des communistes. Ça fait partie de la rhétorique électorale. Bon, il faut la prendre pour ce que c'est. Est-ce que vous pensez que si Kamala Harris, elle en venait à gagner la présidence, là on va rentrer un petit peu dans les cas concrets, est-ce qu'elle continuerait à gommer un peu les aspects les plus polarisants de son image, hein, comme vous l'avez dit, elle est un peu qualifiée de girouette en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'elle reviendrait à des positions plus franches ou elle continuerait à être un petit peu dans ces actions mitigées? Je ne sais pas, encore parce que je ne suis pas dans la prévision, mais ce qu'on peut raisonnablement penser en analysant les forces, si vous voulez, et ça c'est un peu partout, c'est pas propre aux États-Unis, c'est que quand on arrive au pouvoir, tout le monde dit qu'on prend le pouvoir, mais en réalité c'est le pouvoir qui vous prend. Je me souviens avoir lu, quand je travaillais sur des pays d'Europe, les déclarations d'un dirigeant de gauche italien, qui s'est retrouvé Premier ministre, je ne sais plus lequel, mais enfin il était chef du gouvernement. Et il a découvert les accords qui existaient, qu'il ne connaissait pas, qui étaient des accords secrets, liant l'Italie à l'OTAN. Bon. Et il a dit, bah, il y a des choses que je pensais pouvoir faire et que je ne peux pas faire. Parce qu'il y a des accords qui existent et qui nous lient. Bon. Donc, c'est complexe en réalité. Quand on est au pouvoir, on se trouve à avoir accès à des choses qu'on ne connaissait pas avant, même quand on était sincère. Hein. Je ne parle même pas de ceux qui font semblant de les ignorer, je parle de ceux qui pouvaient les ignorer réellement. Et puis après, vous êtes pris dans des mécanismes où vous avez des conseillers qui vous poussent d'un côté ou de l'autre. Il fait quoi le président des États-Unis, ou le président de n'importe quoi d'ailleurs, le français ou l'autre? Chaque jour, il passe son temps à arbitrer entre des conseillers et des fonctionnaires et des diplomates et des officiers qui lui disent une chose et une autre chose. Et son travail, c'est d'arbitrer. C'est-à-dire que, prenons l'exemple des États-Unis, moi j'ai suivi quelques dossiers, si vous voulez, sur la Syrie, la Libye, etc., dans les tergiversations d'Obama. Vous savez qu'aux États-Unis, on dit pas toujours le FBI, la NSA, la CIA, en réalité, il y a 15 services de renseignement, directs ou indirects. Bon. Le président des États-Unis, de temps en temps, il se trouve avec des avis contradictoires. Vous avez le renseignement militaire qui vous dit oui, c'est peut-être les terroristes syriens qui ont utilisé le gaz toxique, mais c'est pas du tout sûr. Ça peut être aussi le régime, on n'en sait rien. Puis la CIA dit c'est le régime qui l'a utilisé. Et Obama, il n'en sait rien. Je veux dire, Obama, il va pas aller sur place pour faire des analyses chimiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cette fonction du décideur politique,
elle dépend de l'entourage qu'il se choisit. C'est pour ça qu'on verra un petit peu dans la suite de ce qui va se passer, d'abord si elle est élue, première phase, deuxièmement, de qui elle s'entoure. Et c'est dans les 2 mois qui séparent l'élection de l'installation, novembre, janvier, qu'on va y voir un petit peu plus clair, en fonction des personnes qu'elle va nommer, en réalité. Et avec ça, on peut déjà avoir un certain spectre décisionnel. Mais on n'en est pas encore là. Et puis en plus, ça peut changer. Trump, il avait changé, si vous voulez, entre son premier entourage et son deuxième entourage, il y avait eu des modifications. Donc, bon, moi, je livre les clés d'interprétation, mais avec ça, ça ne nous dit pas ce qui va se passer dans 5 mois et dans 7 mois, si vous voulez. C'est véritablement difficile. Je crois que les tendances lourdes vont durer, mais qu'il y a quand même des éclaircissements qui vont devoir se faire, notamment sur 2 dossiers, l'Ukraine et la Palestine, plus tous les autres. Mais là, sur ces 2 dossiers-là, et puis pour le reste, la fracturation hydraulique et ces choses-là, je crois que les tendances lourdes vont continuer, parce qu'il y a toujours une tendance lourde dans la politique d'un État. On peut changer le gouvernement, on peut changer les noms, mais en réalité, vous avez, sans même aller chercher l'État profond, il y a un État tout court. Il y a un État. Et un État, c'est des gens, alors même quand on fait le spoil system à l'américaine, il y en a qui restent, il y en a qui reviennent. Hein. Il y a un tournus entre secteur privé et responsabilité politique, et ceux qui reviennent, ils tombent pas des nues, ils viennent de think tanks qui avaient déjà proposé ce qu'il fallait faire. Donc je crois que c'est un peu ça, sur lequel il faut s'interroger, c'est les processus, qu'est-ce qu'elle va garder de l'équipe Biden et qu'est-ce qu'elle va changer. Aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Difficile donc de se prononcer par Mais rapport à oui, c'est très difficile. question. Je crois qu'il faut poser les bonnes questions et veiller aux décisions qu'elle va prendre. Là, on aura des éclaircissements. Mais aujourd'hui, c'est de l'astrologie qu'on fait. On va peut-être revenir sur une potentielle victoire de Trump maintenant. Trump reste une figure centrale quand même dans la politique américaine. Là, on parle d'une victoire de Kamala, mais comment est-ce que vous voyez l'impact de la candidature de Trump sur la dynamique de cette course, notamment face à Kamala Harris, justement? Ben là, on peut avoir des éléments un petit peu plus tangibles parce qu'il a été président. Il est encore moins vierge que Kamala Harris parce elle était vice-présidente. Elle peut dire, moi j'ai lu qu'on lui avait demandé de ne pas se faire trop remarquer pour pas perturber le jeu. Hein. Son effacement, c'était un effacement à laquelle elle a été invitée. Bon, on peut l'admettre, ça me paraît plausible. Trump, lui, il cherchait pas à faire dans la discrétion. Il fait dans le lourd, il choisit ça. Alors, bon, il a eu des positions assez surprenantes. Regardez l'histoire de la Corée du Nord. Hein. Il y a un moment, c'était c'est moi qui vais appuyer sur le bouton nucléaire, non c'est moi. Il y a eu ce grand spectacle. Et puis maintenant, il dit, Trump, c'est un gars sympa, quoi, le président nord-coréen. Non, parce que c'est franc, c'est direct, puis finalement, il ne s'est rien passé. Non, voilà le genre de choses. Après, sur les dossiers, ses partisans disent qu'il n'a déclenché aucune guerre. J'ai beaucoup entendu cet argument, il n'a déclenché aucune guerre. C'est vrai, il n'en a déclenché aucune directement, mais il a semé les germes des pagailles à venir. Au Moyen-Orient, c'est quand même lui qui a déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'est lui qui a poussé aux accords d'Abraham, qui consistait à dire aux Palestiniens, bon écoutez les gars, on va vous faire du développement économique, mais vous nous foutez la paix sur les revendications politiques. Bon, il réagissait en businessman. Il pensait qu'en créant des filiales d'entreprises israéliennes dans la bande de Gaza, ça ferait plaisir aux Palestiniens. Bon, ben oui, mais ça suffisait pas. Donc, Trump n'était pas si pacifiste que ça. Il a dénoncé les accords qu'il y avait avec la Russie, notamment sur les armements nucléaires intermédiaires. Donc il a semé les germes de la discorde. Les autres ont continué. Bon, et Biden était grave. Donc ce que va faire Trump, on ne peut pas le prédire. On peut supposer que son idée fixe, son adversaire principal étant la Chine, il leverait le pied sur la Russie. En plus, il a rencontré Poutine probablement y aurait-il un mieux sur le dossier ukrainien. Sur le dossier palestinien, il n'y aurait pas de mieux. Il y aurait peut-être même un pire.
Bon, Kamala a dit qu'elle pleurait sur les pauvres Palestiniens qui mouraient, mais qu'il fallait continuer à livrer des armes à Israël. Je rappelle que 70% des armes d'Israël proviennent des États-Unis. Donc là aussi, c'est typiquement la chauve-souris, Kamala Harris, quoi. Chauve-souris, c'est-à-dire, regardez, j'ai des poils, je suis un rat, j'ai des ailes, je suis un oiseau. Bon, ben voilà, c'est totalement Kamala Harris, elle est la chauve-souris. Donc on ne peut pas se fier là-dessus. Trump, il est carré, mais il est capable de changer aussi. Donc on sait en gros ce qu'il veut. Il veut pas s'embringuer dans des affaires de politique extérieure. C'est America First. Bon, c'est voilà, c'est son truc. Mais jouer le leader du monde, même leadership from behind, hein, c'était la doctrine d'Obama. La différence de Bush entre Obama, Bush il disait on y va les gars, suivez-moi, et Obama il disait allez-y, je vous suis. C'est-à-dire je vous supporte, je vous soutiens, hein, je vous soutiens. Donc c'était le leadership from behind, ce qu'il a fait d'ailleurs avec la Libye. La Libye, il a laissé les Français et les Britanniques casser le pays. Lui, il a fourni la logistique, il a brouillé les radars. Il a brouillé les radars libyens avec sa technologie, il a fourni la logistique, il a fourni les renseignements, mais il n'était pas en première ligne. Trump, il ne veut pas trop mettre les mains là-dedans. Il va se concentrer sur l'économie avec un programme qu'on dit populiste. On peut l'appeler populiste si on veut, mais on verra en réalité ce qu'il fera. Politique étrangère, je pense qu'il ne souhaitera pas intervenir autant que le faisaient ses prédécesseurs. Mais sur le fond, on aboutit pratiquement au même. C'est-à-dire que les tendances lourdes de l'État américain, je parle de l'État, je ne parle pas des dirigeants, c'est quand même de promouvoir leurs intérêts un peu partout, discrètement ou pas discrètement. Soutenir les oppositions à travers le National Endowment for Democracy, faire des coups de révolution de velours là où c'est possible, et puis ça ne changera pas. En France, pousser Macron à arrêter le patron de Telegram, bon, ce sont des Américains qui le disent. Moi, je suis les informations là-dessus. Ce sont des gens, des anciens du département d'État des États-Unis qui disent c'est les États-Unis qui ont demandé à Macron de l'arrêter. Bon. Et Macron, il fait ce qu'on lui demande. Bon. Je rappelle quand même que Macron, il avait été soutenu par Obama. En fin de mandat, il y a eu un clip d'Obama appelant les électeurs français à voter Macron. C'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un candidat aux élections présidentielles se fait officiellement soutenir par un président des États-Unis. Même les plus pro-américains, ils n'avaient jamais osé. Je pense en particulier à Giscard, qui était notoirement pro-américain. Mais il n'aurait jamais osé, alors qu'en face de lui, il y avait Mitterrand, qui avait une alliance avec les communistes. Il aurait pu. Mais il avait quand même une décence. Macron, il n'a même pas eu cette décence-là. Il a fait le voyage aux États-Unis et il est revenu avec son clip. Et vous y allez, hein. Vous mettez sur Internet, c'est pas du tout un secret d'État, ni fake news, c'est là, il vous dit, il faut éviter Marine Le Pen. Il commence par dire Obama, je voudrais pas m'ingérer dans la politique française, bon, d'accord, une fois qu'il a dit ça, mais néanmoins, je vous conseille de voter Macron. C'est grandiose. Bon, donc voilà un peu ce vers quoi on va, ben on va continuer comme avant. Parce que tant qu'on n'aura pas véritablement changé cette mentalité des États-Unis d'Amérique, du leadership de la planète, ce sur quoi ils sont tous d'accord, démocrates, républicains et même les autres. On pourrait parler aussi du retrait de Kennedy, hein, Robert Kennedy Jr. Le discours de retrait est quand même intéressant parce que c'est sur des bases que lui veut progressistes, notamment sur le secteur social, qui dit qu'il faut soutenir Trump. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis qu'il faut écouter ce qu'il dit. Il était question à un moment qu'il maintienne sa candidature. Il était le possible troisième homme. Bon. Il s'est retiré, je dirais, il doit avoir ses raisons, et son discours de retrait n'est pas inintéressant à écouter et qui montre bien les contradictions de la politique américaine. C'est là-dessus que ça nous éclaire. Ça nous éclaire qu'il n'y a pas les gentils et les méchants. Moi, je suis très surpris de voir tous nos médias, je parle des médias officiels, mainstream, publics et privés, s'enthousiasmer de Kamala Harris. Tout le monde est là en train de dire qu'elle est bien. Mais elle est bien parce que Trump est méchant. Donc à la limite, on mettrait n'importe qui en face, c'est mieux que Trump. Mais c'est jugé sur le style, si vous voulez. Trump est grossier. Je suis bien d'accord que les propos qu'il a tenus sur les femmes, c'est la grossièreté à l'état pur. Mais ça ne fait pas une politique, ça. On ne juge pas une politique, on juge sur les décisions. On ne juge pas sur ce qu'ils pensent de la façon de se comporter dans la vie quotidienne.
Et nos commentateurs, ils font tous la campagne de Kamala Harris. Donc nos médias soutiennent. Alors pourquoi? Mais là, il y a une raison, c'est que l'establishment international, vous voyez, il est sur cette position-là. L'establishment, il est sur cette position-là. Et Trump, c'est un outsider. Il reste en marge du système. Il n'est pas anti-système, il est dans le système. Mais il n'est pas dans le cœur du système. Il n'est pas l'expression de Wall Street. Lui, il est dans l'immobilier, c'est un autre type de business, quoi. Il n'est pas au cœur de ce dispositif-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut penser en termes de MIMAC. MIMAC, c'est Military Industrial Media Academic Complex. C'est mon collègue Jan Oberg qui a développé ça, qui est un Suédois, enfin, il est d'origine norvégienne, mais son institut de recherche ensuite, il dit on est passé du Military Industrial Complex, qui avait été la cible d'Eisenhower dans son discours d'adieu en 61, hein, il avait dit, ancien général et ancien président des États-Unis, attention au complexe militaro-industriel. C'est quand même pas banal que ce soit un président sortant, un ancien général, qui dise ça devient une grosse bête, pas tellement contrôlable par le pouvoir politique. Et Jan Oberg dit, mais aujourd'hui, ce complexe s'est étendu et ses ramifications vont dans le système média et dans le système universitaire. Donc c'est un MIMAC, c'est plus un MIC. Ce complexe est beaucoup plus gros. Donc ça explique très bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes investisseurs, les grosses multinationales qui sont dans l'armement, qui soutiennent les universités privées, etc. Ce sont les mêmes. Donc vous avez les mêmes financeurs et vous avez les mêmes décideurs. Ah ben, voilà, ce système est parfaitement cohérent et ça explique la censure. Dès que vous êtes en dehors de ce schéma-là, vous risquez d'être censuré, dénigré, traité de tous les noms, conspirationniste, populiste, les uns gauchistes pour les uns, fascistes pour les autres. Chacun peut y mettre sa salade. Mais dès que vous sortez, si vous voulez, de cette épure, hein, il y avait un commentateur français qui avait appelé ça le cercle de la raison. Le cercle de la raison, c'est les gens qui sont d'accord entre eux. Ils peuvent s'appeler de gauche, ils peuvent s'appeler de droite, ils peuvent s'appeler ce que vous voulez, mais ils partagent un certain nombre de principes sur l'Union européenne, l'OTAN, l'ordre du monde. Et si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez vous peindre en bleu, en rose, en rouge, ça c'est votre couleur politique, mais ça ne change rien. C'est votre couleur. Donc on discute des couleurs, mais on ne discute pas de la physiologie et de l'anatomie de la personne, quoi. Est-ce qu'il a le profil d'un sprinter, d'un boxeur? Non. Est-ce qu'il est rose? Est-ce qu'il est bleu, etc. Et d'ailleurs, on discute sur les couleurs. Vous êtes pour les rouges, c'est-à-dire les rouges aux États-Unis, en l'occurrence les républicains, ou est-ce que vous êtes pour les bleus? Vous êtes pour les éléphants ou vous êtes pour les ânes? Voilà, c'est là-dessus que ça se positionne. Donc on va voir ce que vont faire les électeurs afro-américains, par exemple, qui est une autre incertitude. Donc elle joue le profil femme de couleur. Bon, elle veut pas tellement jouer la femme, mais elle joue la couleur. Bon, avec une chance d'avoir un peu de l'asiatique et puis un peu de l'africain. Comme ça, elle ratisse large. Est-ce que ça va suffire à mobiliser ses électeurs? On verra. Là, j'en sais rien. Je constate qu'elle joue cette carte. Qu'apparemment, ça profite. Ils s'inscrivent. Les Afro-Américains ont l'air de suivre pour le moment. Est-ce que ça va durer? On verra. Concernant toutes ces questions en lien avec l'OTAN, hein, Monsieur Warner, qui est venu, c'est un politologue qui est venu il y a quelque temps sur le plateau, nous disait que ce serait une catastrophe si Trump était élu parce qu'il se retirait forcément de l'OTAN. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que l'OTAN est une ânerie, donc si Trump s'en retire, c'est très bien. Je ne vois pas pourquoi mon collègue Daniel Warner, que je connais, pense qu'il faut garder l'OTAN. L'OTAN, c'est un dinosaure. C'est un machin qui aurait dû être dissous au moment de la dissolution du pacte de Varsovie. Au lieu de ça, on l'a gonflé, développé. Il faut que les organisations régionales s'affirment, que les Européens se passent d'un commandeur en chef américain. Qu'est-ce que les Américains viennent foutre en Eurasie? On n'a pas besoin d'un tonton américain. On est grand. On est capable de se débrouiller. Et avant d'avoir une politique militaire, il faut avoir une politique étrangère. La politique militaire, c'est un outil d'une politique étrangère. Actuellement, on se marche sur la tête, on met une politique militaire à la place d'une politique étrangère. Autrement dit, on confie la politique étrangère à des militaires. C'est pas leur job. Et d'ailleurs, c'est pas les pires, les militaires. Vous avez beaucoup de militaires qui sont raisonnables.
Et vous aviez en France, quand l'OTAN a développé son plan pour l'année 2030, hein, qu'il a lancé il y a 3-4 ans, vous avez un groupe de militaires français qui a protesté contre le fait que la Russie, la Chine soient ciblées comme les menaces principales, en disant on les crée les menaces. Notre objectif, c'est de créer un dispositif de sécurité, c'est pas de créer des animosités. Donc, moi, je trouve que l'OTAN est une aberration. Le fait qu'on ait renforcé l'OTAN a donné comme jeu, parce que vous savez, en politique, c'est un peu comme en physique, la loi de Newton. La troisième loi de Newton, c'est ce qui conditionne la réaction. Toute action entraîne une réaction de force égale et de sens opposé. Archimède et les avions à réaction. Un avion à réaction, ça fonctionne exactement comme ça, sur la réaction de la contre-force. Bon. Les Occidentaux se sont dit, on est très fiers, on va développer l'OTAN, et puis on va arriver à contrôler tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Réaction. Réaction, c'est que les Chinois et les Russes, qui avaient des désaccords, notamment sur le fleuve Amour, ils avaient un contentieux frontalier depuis des années, ils se sont mis d'accord quasiment du jour au lendemain contre le développement de l'OTAN, et maintenant, ils ont créé l'Organisation de coopération de Shanghai qui n'arrête pas de grossir. Alors, elle n'est pas officiellement militaire, elle est un peu politique, un peu économique, enfin un peu tout ça, mais en réalité, ils font des exercices militaires communs. Et il y a de plus en plus de gens qui les rejoignent, les derniers étant les Iraniens, bon, et d'autres. Donc, on est en train de ne pas voir qu'à force de jouer le rapport de force, on crée des contre-forces. Et donc, on est en train de recréer une situation de guerre froide, d'affrontement de blocs, ce dont il fallait sortir. Voilà. Donc, l'OTAN n'est pas une solution magique. Il fallait certainement refondre l'OTAN. Ceux qui disent qu'il fallait la dissoudre, ce n'est pas très réaliste. Il fallait le refondre pour en faire un outil de l'ONU, en mettant tout le monde dedans et une présidence tournante. Le commandeur en chef n'a pas de raison d'être toujours un Américain. Et le numéro 2 est un Européen. Mais c'est un peu la même chose avec le secrétaire général de l'OTAN. On met toujours un Européen parce qu'il est le porte-parole en réalité, mais le décideur, il est américain. Jacques Beau me disait, il suffit d'aller au siège de l'OTAN, il y est allé, lui, au siège de l'OTAN à Bruxelles. C'est beau, hein, ils ont des nouveaux bâtiments qui coûtent très cher. Il me disait, vous avez qu'à regarder le nombre de pièces occupées par les uns et par les autres. Ça vous donne une petite idée d'influence. Vous savez, 50%, 60% de l'ensemble des bâtiments, au moins, occupés par les Américains. Puis les autres, bah, ils peuvent jouer dans leur coin, quoi. Mais en réalité, de A à Z, cette conception, elle est américaine. Donc c'est un outil de la puissance américaine qui n'est même plus défensif maintenant. L'OTAN a changé sa doctrine. Non seulement elle a multiplié par 2 le nombre de ses adhérents, des États membres, mais en plus elle est passée d'une doctrine de l'Atlantique Nord à une doctrine ubiquiste. Quoi. Ubiquiste, ça veut dire partout, tous azimuts. Donc je vois pas avec ça où on va aller, si ce n'est à la résistance de tous ceux qui ne sont pas d'accord. C'est aussi à ça que vous faites allusion quand vous dites que si Trump venait à être élu, il pourrait apporter quelque chose de plus positif dans le contexte, par exemple, du conflit russo-ukrainien. Quand vous parlez justement des 2 blocs qu'on a créés, vous pensez que Trump pourrait justement renverser un peu cette dichotomie? Parce que, alors, si on garde l'OTAN, parce que maintenant qu'on l'a étendu, développé, il y a encore moins de chances qu'on la supprime, mais il y a une contrepartie à ça, qui est une demande russe. La demande russe, elle a été formulée le 15 décembre 2021. Vous avez le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères qui est disponible en français sur le site. Il est écrit en français. Nous avons rencontré le représentant des États-Unis le 15 décembre. Le communiqué de presse, il est sorti 2 jours après, le 17 décembre 2021. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons fait savoir que nous voulions des garanties de sécurité, nous avons expliqué que c'était une base de négociation et que c'était urgent de se mettre d'accord. À la suite de ce communiqué, vous avez 2 textes, un accord Russie-OTAN et un accord Russie-États-Unis, des propositions d'accord, draft en anglais. Biden a dit, ça ne nous intéresse pas, bullshit. Bon. Sauf que ce n'était pas la réponse appropriée, parce que même l'ancien Premier ministre français Michel Rocard, qui avait été ensuite
parlementaires européens avaient reçu une délégation de Russes et avaient dit les Russes sont tellement opposés à l'extension de l'OTAN que si nous étendons l'OTAN, il faut donner une contrepartie aux Russes qui est un accord de sécurité sérieux, contraignant et bilatéral. C'est-à-dire dans les deux sens, un accord qui garantisse les deux parties de non-agression. Ça n'a pas été fait. Donc quand on dit en Occident, dans nos médias, l'ultimatum de Poutine, c'est simplement demander l'application de la charte de l'ONU. Paragraphe 2, article 1, sécurité collective. Alors, les Russes, ils n'ont jamais demandé autre chose qu'une sécurité collective. Et face à ça, les Occidentaux ont développé une sécurité occidentale. Comme si le Sud et l'Est, c'était rien. Mais ça existe. On peut faire comme si ça n'existait pas, mais il y a quand même de nombreux Russes, de nombreux Indiens, de nombreux Chinois, de nombreux Vietnamiens, Coréens et Africains et Latinos qui n'ont pas cette vision des choses. Alors, vous savez, il faut regarder le monde dans sa complexité et tout le débat, ça va être le multilatéralisme et le rôle qu'on va ou qu'on ne va pas jouer les uns et les autres dans ce multilatéralisme en train d'émerger. On a un récent sondage qui montre que 55% des Américains ont une opinion mitigée ou négative du bilan de Kamala Harris. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent ça, à votre avis? À la fois sa pâleur, sa tiédeur, et puis ses contradictions. Quand vous réussissez à ne pas avoir de position très constante et qu'en plus vous êtes en retrait, que sur les grands dossiers qui ont mis la planète à feu et à sang, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu. Bon, on ne peut pas reprendre l'explication sur l'Ukraine et sur la Palestine. Il ne faut pas s'attendre à ce que... Et sur l'économique qui touche la poche et donc la décision des électeurs américains, elle ne s'est pas tellement positionnée. Alors, moi je comprends pourquoi elle le fait. C'est-à-dire on revient à ça, cette stratégie du flou, c'est une stratégie centriste. Il faut à la fois qu'elle soit centriste, ce qu'elle est d'ailleurs dans le positionnement même du Parti républicain, elle est critiquée et par ceux qui sont radicaux et par ceux qui sont modérés. Parce que justement, elle est au centre. Donc quand vous êtes au centre, vous avez l'avantage de plaire à tout le monde ou de déplaire aux deux extrêmes. Ça, c'est quand même la complication. Et puis pour le reste, elle ne s'est pas profilée. Donc il va falloir... Alors de temps en temps, elle prend une position radicale, parce qu'il faut aussi se montrer radical pour avoir un drapeau de ralliement. Si vous êtes toujours tout mou et toujours gris, c'est pas exciting, comme on dit en anglais. Alors, pour être exciting, il faut de temps en temps sortir quelque chose. Alors là, elle a sorti un truc exciting, c'est « je veux une Amérique qui soit létale ». Hein, alors, on va y aller pour... C'est-à-dire, gaffez-vous les gars, on est un poison mortel. C'est très bien pour l'amour-propre des Américains. Hein, c'est vrai que c'est se montrer comme un serpent venimeux, c'est exciting. Mais en dehors de ça, on ne voit pas encore sur quoi elle se profile de positif. Ça, elle trouve que c'est une carte qui lui permet de mobiliser probablement des fonds de l'appareil militaro-industriel. C'est à ça que ça sert, ce genre de discours. C'est pas à convaincre les gens de Genève et les politologues. Elle ne s'adresse pas aux politologues, elle s'adresse aux donateurs financiers de sa campagne, accessoirement à ses électeurs, à la frange de ses électeurs qui sont intéressés par ce discours-là. Ceux qui ne sont pas les grilles du genre ventre mou, mais qui pourraient être intéressés à laisser tomber Trump. En fait, c'est piquer des électeurs à Trump. C'est quand même ça aussi. Le but de la manœuvre, c'est de piquer des électeurs au camp d'en face. Donc, de temps en temps, elle va se profiler sur ce genre de discours-là. Quand elle sort de l'ambiguïté, c'est avec ce genre de choses. Franchement, pour le moment, ça n'a pas convaincu, d'après les sondages, les électeurs. Mais bon, les sondages, c'est pas une élection, puis il y a encore des mois avant que ça bouge. Parce que moi, j'ai lu les gens qui essayent de comprendre ce qui se passe. Certains lui ont dit dans son staff de campagne qu'il fallait qu'il soit quand même un peu plus positif et un peu plus propositionnel que de taper sur Harris. Avant, il tapait sur Biden parce qu'il était gâteux. Bon, maintenant, il est sorti du système et il dit Trump, elle fait rire tout le monde avec ses blagues, elle a rien à dire. Bon, puis en plus, c'est une femme, il le dit pas trop, mais enfin, c'est tellement sous-entendu que tout le monde l'entend. Elle est pas sérieuse, quoi. Bon, mais c'est pas ça qui va crédibiliser sa position, d'essayer de décrédibiliser son adversaire. Il faut qu'il avance sur des positions positives, pas simplement négatives.
Bon, il faut attendre cette seconde phase. Certaines personnes disaient que suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump il y a un mois environ, Trump était redevenu un peu plus humble. Vous avez eu cette sensation? Il a gagné en humilité ou bien non, toujours pas? Sur le moment, il a donné ce sentiment-là, et puis je crois que maintenant qu'il est guéri de son alerte, il reprend du tonus. Et quand il prend du tonus, il revire un peu dans ses excès. Je crois que l'homme est tellement, il approche des 80 ans, il va pas se refaire. Hein. Il est comme ça, il est pas tellement contrôlable. D'après ce que dit son entourage, il fait quand même un peu ce qu'il veut. Donc ça plaît, d'une certaine façon, ça lui donne du relief. Bon, ce qui plaît aussi aux électeurs américains, c'est de ce point de vue-là, il est anti-Harris. Hein, Harris, elle essaye de se profiler, profil général, on plaît à tout le monde, grisaille. Et lui, il met de la couleur. Il est là, il y va avec ses t-shirts, il y va avec son style. C'est vrai que ce sont deux styles différents. Mais derrière, j'ai regardé un petit peu les financements des démocrates et des républicains. Il semble que les financements des démocrates et des républicains soient de plus en plus identiques. Les grands financeurs, vous avez les décomptes d'ailleurs, ça se trouve sur Internet, hein, et parfois, il y en a qui mettent 51% à l'un et 49% à l'autre. Bon, on ne peut pas dire que ça fasse une grosse différence. En fait, les gros financeurs se partagent entre les deux camps parce qu'ils veulent jouer leur sécurité. Ils mettent des œufs dans les deux paniers, si vous voulez. Hein. Donc, ce sont des bookmakers réalistes qui se disent il faut jouer les deux chevaux parce qu'on ne sait pas celui qui va gagner. Donc, dans le doute, il faut être des deux côtés. Après, il y aura des profils un peu affinés, il y a tout ce qui se passera en dehors des écrans radars, mais l'essentiel, il est connu, il est relativement connu. Donc voilà pour le financement, je crois qu'il y a une espèce de banalisation des financements, et là aussi, c'est probablement vrai dans d'autres pays. Peut-être une dernière question sur la politique extérieure de Kamala Harris. On a beaucoup parlé de Trump, s'il en venait à se retirer de l'OTAN, qu'est-ce qui pourrait survenir? Sur la question du conflit russo-ukrainien, comment est-ce que vous voyez le positionnement de Kamala Harris par rapport au bilan aussi de son précédent mandat en tant que vice-présidente? À quoi s'attendre globalement pour la politique extérieure? Moi, je dirais qu'elle va continuer les mêmes tendances. Avec des infléchissements. Regardez Biden, il a changé. Quand il était vice-président, il suivait Obama. Je pense à deux dossiers, par exemple, les sanctions unilatérales, les mesures unilatérales, les mesures coercitives unilatérales qu'on appelle sanctions contre Cuba, le Venezuela, la Syrie et beaucoup d'autres, l'Iran. Obama avait levé le pied. Il avait commencé des accords avec Cuba, si vous vous souvenez. Trump a tout cassé. Et il a dit que les Cubains, c'était des méchants communistes, et on reprenait la politique dure. Et Biden a continué la politique dure de Trump. Il n'est pas revenu à la politique d'Obama. Bon, on peut quand même considérer ça. C'est-à-dire que la machine, finalement, Obama avait réussi à contrarier aux marges un certain nombre de dossiers. Il avait réussi à ne pas se laisser embarquer dans l'affaire syrienne, par exemple. Et dans ses mémoires, il s'en félicite. Il se félicite d'avoir résisté à ceux qui le poussaient à intervenir en Syrie comme il était intervenu en soutien aux autres en Libye. Qu'est-ce que va faire Kamala Harris? D'un côté, elle va avoir tendance à continuer, parce que les mêmes acteurs derrière le rideau, hein, le background de la politique américaine, ce sont les mêmes acteurs, ils vont continuer à la pousser. Mais en même temps, il y a le principe de réalité. C'est que l'Ukraine, ça s'enlise. L'Ukraine, ça fait de plus en plus de morts. Il y a de moins en moins d'Ukrainiens et de plus en plus de forces de l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'opération de Koursk, les Russes ont fait des prisonniers. Parmi les militaires, il y a des Français et des Polonais. Bon, on va leur demander ce qu'ils faisaient là quand même. Parce que là, c'est sur territoire russe. Ce n'est pas conseiller des forces ukrainiennes en Ukraine. C'est rentrer sur le territoire russe sous des uniformes plus ou moins anonymes, mais en étant militaire d'un État étranger. C'est pas difficile hein, d'interroger un prisonnier pour savoir d'où il vient. Il suffit de lui parler plusieurs langues et on voit dans laquelle il répond. Donc,
même pas la peine de le torturer, ça se fait relativement vite. Donc on est dans une situation où Kamala Harris, elle va devoir s'affronter à cette réalité-là. C'est qu'on ne va pas continuer à écraser l'Ukraine, parce que l'Ukraine, elle est en train d'être de plus en plus bousillée. L'Ukrainien de base. Il y a une minorité qui s'enrichit. Il y a des vidéos qui ont circulé récemment sur les quartiers chics de Kiev, avec des Tesla, des Porsche. Tout le monde n'est pas en train de mourir en Ukraine. Donc des gens qui profitent du système. Il y a une corruption colossale qui n'a pas cessé, qui s'est même développée avec les envois d'argent. Et Kamala Harris, elle va devoir se confronter à cette réalité-là. Quoi qu'il se passe, il faudra trouver une sortie honorable. Et donc, idem pour la Palestine. Elle ne peut pas se foutre le monde arabe sur le dos. Un certain nombre d'États qui étaient en train de se rapprocher d'Israël, de reconnaître Israël, ils doivent tenir compte de leur opinion publique. L'Arabie Saoudite, le Maroc, qui étaient les plus enclins, après les accords d'Abraham, à trouver des accords durables avec Israël. Bon, maintenant, ils sont en train de se retirer. Il y a une pétition qui est en train de circuler, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un projet pour que Israël soit évacué de l'ONU. Il y a un projet de résolution de l'Assemblée générale. Or, à l'Assemblée générale de l'ONU, il n'y a pas de droit de veto. Le droit de veto, il est au Conseil de sécurité. Donc, les États-Unis, les Britanniques, enfin, tous ceux qui soutiennent inconditionnellement Israël, bon, il y en a une vingtaine, une trentaine, mais face aux 190 États présents à l'Assemblée générale, ça ne fera pas le poids. L'Assemblée générale, elle vote à la majorité. Et elle avait utilisé cette mesure contre l'Afrique du Sud. Donc, c'est en train de prendre de l'épaisseur, si vous voulez. Il y a un moment où la réalité reprend le dessus. Donc, Kamala Harris, elle devra tenir compte d'une réalité d'un monde qui se durcit. Je crois que les dirigeants américains vont devoir comprendre qu'ils doivent cesser de jouer le rôle de candidat au leadership. Il faut qu'ils prennent... j'aimerais bien avoir cette discussion avec mon ami Daniel Warner, il faut qu'ils se comportent en partenaire. Major partner, maybe, but not leader. Il y a une différence entre être un partenaire majeur et puis se prétendre leader. C'est fini le leadership. Ça ne peut plus marcher. Ça ne va conduire qu'à des catastrophes. Moi j'ai cité plusieurs fois parce que ça se passait à Genève. Stephen Rademacher, qui était sous-secrétaire d'État des États-Unis, qui a fait une conférence à la conférence du désarmement à Genève et qui a expliqué pourquoi ils n'étaient pas unilatéralistes, mais qu'ils étaient de vrais multilatéralistes. Mais sous leadership, backbone multilateralism, c'est-à-dire vertébré. Nous sommes la colonne vertébrale, pour ne pas dire le cerveau en même temps que la colonne vertébrale. Bon. Tant que les Américains, qu'ils soient politologues, dirigeants et autres, ne se sortiront pas de la tête qu'on n'a plus besoin d'un backbone, qu'on a besoin d'un système un peu comme les pieuvres, avec un cerveau central et des cerveaux périphériques. Vous savez que les pieuvres sont des bestioles qui ont plusieurs cerveaux. Bon, eh bien, le multilatéralisme, c'est ça. Il n'y aura peut-être même plus de cerveau central. Ça sera plusieurs ordinateurs interconnectés. Ça existe d'ailleurs maintenant. Vous aviez avant un central et des périphériques, et maintenant vous avez de nombreux périphériques qui se renforcent les uns les autres. C'est ça les systèmes de réseau. Et dans les systèmes de réseau, il n'y a plus de boss. Enfin, tout le monde est boss. Bon. Et ça va être très difficile aux anciens dominants, qui soient les anciens pays coloniaux, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, la France, ou que ce soit les impérialistes traditionnels, il faudra qu'ils comprennent que c'est fini, quoi. Les gens ne veulent plus. Regardez ce qui se passe avec la France en Afrique. La France est en train de se faire virer d'Afrique. Et elle a quand même fait un certain nombre d'erreurs. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas profité. J'ai vu Pepe Escobar, je ne sais pas si vous connaissez, il vient de faire un reportage récemment, il revenait d'Irak. Mais il dit, mais je ne reconnais pas l'Irak. L'Irak est sorti de 35 ans de chaos avec des quartiers nouveaux, des voitures nouvelles, chinoises. Voilà. Donc il y a un président qui s'est émancipé, et puis nous, on regarde le film. Bon.
il faudra qu'on comprenne qu'on doit revenir, mais on doit revenir avec humilité pour dire ce que vous disiez à propos de Trump. L'humilité, ça consiste à faire profil bas, à arrêter de dire le dollar c'est la monnaie universelle, à punir tous ceux qui font des transactions en dollars. Les Français font la même chose avec le franc CFA. Hein. Bon, ils n'ont pas la force militaire pour accompagner d'autant de sanctions. Mais ce système, il est contesté aussi en Afrique. On conteste le franc CFA. Bon, Macron bricole, mais enfin tout en gardant la philosophie de départ. Donc c'est ça le cœur du problème, et c'est ça que Kamala Harris, si elle gagnait, j'en sais rien, ne me prononce pas, je souhaite ni sa victoire, ni sa défaite. Franchement, vu de loin, ça ne va pas me changer grand-chose, ni à mon travail de chercheur, ni à ma vie personnelle. Je crois que, par contre, la réalité va enseigner peut-être des choses aux dirigeants des États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur Galis, pour cette analyse très intéressante, cette invitation aussi à un retour à un multilatéralisme juste, équitable. C'était très intéressant. On aura peut-être l'occasion de se revoir un petit peu, peut-être avant les élections, pour en reparler peut-être avec Monsieur Warner, si vous êtes intéressé un jour à échanger avec lui, à faire un débat qui pourrait être aussi constructif. En tout cas, merci pour ces perspectives très riches et puis à tout bientôt, j'espère. Merci à vous.